bien évidemment pour répondre à nos questions ce matin sur ce plateau, Ndiamé Ndiaye, qui est le directeur général du Fonds d'impulsion de la microfinance, mon cher Ali. Parce que tout à l'heure, j'ai un peu écorché son prénom, parce qu'il y a ces deux prénoms tellement proches, Ndiamé et Ndiambé. Hein, et lui, c'est Ndiamé. Hein, c'est bien ça. Hein? Oui, il n'y a pas le B. Voilà, donc Ndiamé Ndiaye, qui est le directeur général du Fonds d'impulsion de la microfinance, hein, qui est notre invité du jour pour parler bien sûr de ce secteur ô combien important, qui porte à bout de bras, on peut le dire, hein, beaucoup de pans en tout cas de nos activités économiques, surtout le secteur, le fameux secteur informel. Alors on sait qu'il y a beaucoup d'institutions de microfinance aujourd'hui au Sénégal, mais le paradoxe c'est que le taux de bancarisation encore reste très faible dans notre pays. Peut-être qu'on n'a pas encore ce réflexe-là d'aller ouvrir un compte quelque part, surtout dans une institution de microfinance. Et lui, il est là donc pour leur donner de la vigueur. Je pense que parce que par le terme impulsion, impulser, donc on peut comprendre un peu la volonté donc de l'État, allant un peu dans le sens de mieux supporter ces institutions-là de microfinance. Mais alors, par rapport à tout cela, à cet environnement, on sait également qu'il y a d'autres leviers qui ont été mis en place par l'État, toujours pour accompagner les institutions de microfinance, pour booster ce secteur-là de la microfinance. Par rapport à vous, quelle serait aujourd'hui donc la part qui vous est dévolue pour qu'on puisse bien repréciser les choses, M. Ndiaye? Merci beaucoup. Merci pour l'invitation, de nous permettre de nous exprimer encore sur le secteur de la microfinance de façon générale. Alors, pour le Fonds d'impulsion de la microfinance, si j'ai bien compris votre question, en tout cas, c'est une entité de l'État qui est dans l'appui et l'encadrement. Donc, des institutions de microfinance qu'on appelle également les systèmes financiers décentralisés. Donc, qui a été créé en 2005, mais qui a vraiment eu une croissance, ou en tout cas qui a été fortement doté depuis 2013-2014 et particulièrement en 2017, où, par la vision du chef de l'État, qui a voulu que les institutions de microfinance soient mieux encadrées, mieux appuyées, n'est-ce pas? D'autant que il y a beaucoup de bailleurs, après, qui se sont retirés un peu du secteur de la microfinance pour privilégier un peu leurs appuis dans d'autres secteurs, hein, que ce soit l'éducation ou la santé ou dans d'autres secteurs. Voilà en tout cas un peu pour le Fonds d'impulsion de la microfinance. Nous avons donc les cibles directes qui sont donc les institutions de microfinance, donc, mais c'est pour mieux atteindre donc, les populations, les couches vulnérables. Et participer, comme vous l'avez dit dans votre introduction, à une meilleure inclusion, n'est-ce pas, socio-économique et financière de cette population qui est un peu défavorisée et qui n'a généralement pas accès à des services financiers, et surtout en milieu rural, en milieu périurbain. Tout ça pour contribuer en tout cas un peu à la politique de l'État relativement à la territorialité, n'est-ce pas, dans le cadre du PSE. Okay. Alors, par rapport à cet encadrement, s'agit-il d'un encadrement technique ou bien d'une assistance financière, par exemple, par rapport à la recapitalisation? Parce que beaucoup de ces institutions de microfinance ont en fait des fonds relativement assez faibles qui ne leur permettent pas de mieux se développer. Oui, bon, pas recapitalisation, mais pour le volet financement, pour en tout cas l'assistance financière, pour ce qui est du Fonds d'impulsion de la microfinance, c'est un peu accessoire. Hein? C'est un peu accessoire et c'est normal. Nous, on vient compléter un peu le dispositif de l'État. L'État a mis en place beaucoup de dispositifs et le programme phare, ou en tout cas, il y a l'ADER qui est là, qui assure en tout cas pour tout ce qui est financement. Mais il faut comprendre que le ministère a une mission de service public d'assister les populations, de faire de sorte que les populations puissent accéder aux services financiers, que ce soit avec les dispositifs de l'État ou avec les institutions de microfinance. Voilà globalement, en tout cas, la mission du ministère en charge de la microfinance. Maintenant, pour le Fonds d'impulsion de la microfinance, comme je l'ai dit, nous sommes dans l'appui et l'encadrement, l'appui technique, sur le plan organisationnel, sur le plan institutionnel, sur le plan financier. Il arrive qu'on reçoit une dotation spéciale et qu'on fasse un programme, comme ça a été le cas, par exemple,
juillet 2022, où son Excellence le chef de l'État avait mis une dotation spéciale pour toucher un peu les tabliers commerçants donc, de la région de Dakar. Et ça concernait les 5 départements de la région de Dakar. Cette cible, en tout cas cette catégorie en tout cas, du secteur globalement, surtout informel, n'a pu en tout cas bénéficier des accompagnements que l'État avait mis en place lors de la pandémie à Covid-19. Donc c'était l'occasion un peu pour les soutenir. Et c'était les tabliers qui sont dans les marchés de Dakar. On a visité 116 marchés. Malheureusement, bon, on a pu en tout cas atteindre 100 et quelques, 101 marchés, donc des 5 départements de la région de Dakar. Mais le fonds d'impulsion se concentre beaucoup plus sur l'appui organisationnel, technique. L'appui technique. Pour une meilleure mise à niveau alors. Pour une meilleure mise à niveau et permettre à ces institutions donc de pouvoir aller capter des fonds, aller chercher ces fonds, soit au niveau de l'État ou des partenaires techniques. J'avais une question particulière par rapport à cette interpellation. Pour les marchés qui ont été visités et ces tabliers-là, est-ce que vous êtes passé par des institutions de microfinance pour les appuyer directement ou ça a été un appui plutôt direct à partir du fonds d'impulsion? On passe toujours par des institutions de microfinance. Il y a 10 institutions de microfinance et de petite taille, qu'on appelle isolées, mais moi je n'aime pas ce terme parce qu'il est un peu péjoratif. Ce ne sont pas des institutions qui sont isolées par rapport à un secteur, ce sont des institutions qui font partie et voilà, qui sont à part entière des acteurs du secteur de la microfinance. Maintenant, c'est vrai que ce sont des institutions de petite taille et ça peut se comprendre comparativement aux autres institutions de grande taille qui ont été accompagnées, n'est-ce pas, sur plusieurs années. Et pour les autres types d'institutions qui sont sous forme de sociétés anonymes, il y a des partenaires stratégiques qui ont mis beaucoup d'argent. Alors que ces institutions de petite taille, ce sont des initiatives locales. Donc, et c'est ce qui porte en tout cas le mieux la mission sociale un peu de ces institutions de microfinance. Alors, on sait également le taux de suivi de ces institutions de microfinance dans notre espace, dans l'espace IMOA, est souvent est un peu faible. Alors, si une institution de microfinance est sur le point de perdre son agrément, comment intervenez-vous? Alors, c'est là où justement, en tout cas, le ministère, de façon globale, et le fonds d'impulsion de la microfinance qui s'est spécialisé un peu dans l'accompagnement. Oui. Donc, et les interventions du fonds ont permis en tout cas à beaucoup d'institutions de ne pas faire l'objet de retrait d'agrément par la Banque centrale. Mais quand vous dites suivi, il y a un suivi. Il y a un suivi qui se fait et qui est régulier. Je parle du taux de survie. Ok, le taux de survie. Voilà. Oui, c'est vrai, parce que les bailleurs, beaucoup d'institutions ont vu donc, que les bailleurs se sont retirés du secteur et beaucoup de ces bailleurs ont intégré la géographie du capital de certaines institutions sous forme d'ESA. Ça se comprend un peu. Mais les appuis, en tout cas, de l'État ont permis à beaucoup d'institutions, surtout en milieu frontalier, dans les régions de Kédougou, Matam, Tamba, Kolda, Ziguinchor, etc., que ces institutions ne fassent pas l'objet de retrait d'agrément par la Banque centrale en les appuyant en termes de système d'information, en les appuyant sur la formation, la mise à niveau donc des compétences, et également surtout en matériel informatique pour assurer un peu donc la fiabilité, la disponibilité et la sécurité de l'information financière et non financière. Ok. Ante, allez-y. Ma question, c'était autour de la microfinance. Comment donner accès justement à ces personnes qui n'ont pas forcément cet accès-là? Est-ce que vous jouez un rôle de facilitateur pour pouvoir justement vulgariser cet accès-là aux microfinances? Effectivement, on joue un rôle de facilitateur. D'abord, il y a la sensibilisation, aussi bien avec les institutions de microfinance qu'avec les cibles. Et on fait également des actions concrètes, excusez-moi, donc avec cette cible-là. Ce qui se fait de façon concrète, c'est de les aider à se bancariser. Pour beaucoup de ces cibles, la moyenne, c'est pour ouvrir un compte au niveau des institutions de microfinance, c'est à peu près entre 10 000 et 15 000 francs CFA.
Alors, l'établi ou la maman qui vend voilà, les cacahuètes au bord de la route, si vous lui demandez 10 000 francs ou 15 000 francs pour ouvrir un compte, ça pose problème parce que elle, son besoin en financement, peut-être c'est 10 000 ou c'est 15 000. C'est ça. Donc, et jusqu'à 500 000, hein, et ce que le Fonds d'impulsion de la microfinance a fait, c'est de leur faciliter l'accès. Avec les tabliers, on l'a fait à Kédougou, on l'a fait à Kolda, donc avec les services déconcentrés de l'État. On fait d'abord une mission de ciblage, d'identification de potentiels bénéficiaires, et on les enrôle. L'enrôlement consiste à supporter, le fonds supporte sur son budget de fonctionnement, supporte les frais d'accès, tout ce qui est frais d'ouverture de compte, tout ce qui est droit d'adhésion, et supporte même une partie de la garantie. Les apports qui sont demandés, on demande à chaque fois un apport personnel de 10% ou de 5% pour prétendre à un crédit, c'est le fonds qui le supporte. Et on participe également sur la bonification du taux d'intérêt, mais on plafonne également les refinancements à un taux de 5% TTC. Donc le taux de sortie, donc la bénéficiaire qui est impactée avec un taux de 2,5% parce que les 2,5%, sur les 5%, le fonds a déjà payé les 2,5% directement à l'institution de microfinance. Ce qui fait que l'impacté, il y a un ressenti de 2,5% sur le taux et il est remboursé très, très facilement. On l'a vécu à Kédougou, à Tamba, et c'est des personnes qui ont démarré avec des financements de 15 000 francs, de 20 000 francs, qui sont maintenant à des financements de 500 000, de 300 000, donc qui sont vraiment intégrés dans la vie socio-économique. Et c'est très important. Vous avez... Anta, tu voulais relancer sur une autre question par rapport à... Oui, vas-y, si tu veux rebondir, vas-y. Ce sont des cibles qui peuvent venir vers vous ou c'est vous qui allez vers ces cibles-là? Bon, on va vers ces cibles parce que le FIMF n'a pas vocation à financer. Donc, le FIMF a beaucoup plus une mission d'assistance des institutions de microfinance. Parce que l'assistance que l'État fait au niveau des institutions de microfinance, ce n'est pas seulement pour leur permettre de survivre, ou en tout cas de ne pas faire l'objet de retrait d'agrément par la Banque centrale ou par le ministère des Finances. Si l'État supporte les coûts d'acquisition d'un système d'information qui coûte cher, ça devrait impacter sur le coût du crédit. Si l'État supporte les frais liés à la formation, si l'État supporte le coût du matériel informatique, c'est pour permettre à l'institution, n'est-ce pas, les charges qui devraient en tout cas être affectées à ces investissements devraient servir donc à toucher beaucoup plus de populations, à renforcer de façon indirecte leur fonds de financement. Et d'ailleurs, il y a une étude que le fonds est en train les thèmes de référence sont déjà élaborés pour voir véritablement quels ont été les impacts du fonds d'impulsion de la microfinance, ces interventions au niveau aussi bien des institutions de microfinance que des cibles finales. Sauf qu'on a l'impression, excuse-moi Hadi, que malgré ces efforts, les institutions de microfinance parfois ne jouent pas le jeu comme il le faudrait. Il y a trop de conditions qui sont parfois demandées aux bénéficiaires quand on doit solliciter un crédit, par exemple. Le taux d'intérêt qui est appliqué est parfois très élevé, au-delà des possibilités. À celui des grandes banques des grandes banques. On a l'impression, petit à petit, ces institutions de microfinance sont en train de se transformer en banques et donc de s'éloigner de la véritable cible, ou en tout cas des principales missions confiées aux institutions de microfinance. Et peut-être, comme vous en parliez tout à l'heure, ce sont ces petites microfinances isolées, c'est ça le mot, qui ont peut-être compris la chose et qui essayent de ramener la microfinance à ses missions premières. Vocation première. Comment arriver finalement à réconcilier quelque part les cibles premières de ces institutions de microfinance avec les institutions qui existent aujourd'hui? Parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes et beaucoup de problèmes. Je pense que c'est tout à fait le contraire. Ça, c'est la perception que les gens ont de façon générale sur le secteur de la microfinance. Et heureusement que Madame le ministre a un projet
de faire une mini-tournée, en tout cas faire une semaine qui serait consacrée à la microfinance. On y reviendra certainement, pour beaucoup plus communiquer et partager, sensibiliser. Ça, c'est la perception. C'est-à-dire, la perception, c'est que les institutions de microfinance coûtent cher. Mais ça, c'est une perception, n'est-ce pas? Mais les taux d'intérêt sont élevés. Oui, les taux d'intérêt, vous savez, les taux sont... la Banque centrale a fixé un taux à ne pas dépasser. Et le taux d'usure est fixé à 24% pour les institutions de microfinance et à 16% pour le secteur bancaire. Mais je pense que c'est tout à fait le contraire. Les institutions de microfinance ne font pas... Ce sont les banques, je pense, qui viennent un peu dans le retail, qui viennent un peu dans le détail. Parce qu'avant, pour ouvrir un compte bancaire, ce n'était pas donné à tout le monde. Et on ne voyait pas les banques dans certains quartiers, on ne les voyait pas non plus dans certains départements ou dans certains arrondissements. C'est parce qu'il y a, il y a un marché qui est là. Et ce marché, il faut aller le chercher. Maintenant, les banques investissent ce secteur-là, n'est-ce pas, qu'ils appellent, un peu la méso, n'est-ce pas, la mésofinance. Mais les institutions de microfinance, c'est vrai, ont une mission sociale, n'est-ce pas, mais il faut également, la rentabilité financière doit accompagner un peu la performance, les performances sociales, n'est-ce pas. Maintenant, on comprend que beaucoup d'institutions ont privilégié les performances financières plutôt que les performances sociales. Ça, on est d'accord là-dessus, tout le monde est d'accord là-dessus. Et c'est l'objet de beaucoup de rencontres, que ce soit avec le CNC qui s'est tenu le 27. Le Conseil national de la concertation. De concertation, n'est-ce pas, qui s'était tenu le 27. Mais pour les taux également, il importe de préciser, en tout cas d'informer, que lors du Conseil des ministres du 10 mai dernier, le chef de l'État avait donné des directives claires de faire une évaluation donc, des taux. Le fonds d'impulsion de la... Donc le ministère, à travers le fonds d'impulsion, c'est Madame le ministre Victorine Ndeye qui nous a confié cette mission. Et le lancement a été fait lors du CNC. Donc les thèmes de référence ont été partagés. Et cette étude est lancée. Il y aura une évaluation exhaustive et ce sera une étude participative inclusive. Il y aura les institutions de microfinance, il y aura tous les acteurs institutionnels, la Banque centrale, le ministère des Finances, le QISF, le ministère de la microfinance, et même les usagers, les consommateurs. Ce qu'on a fait, on a mis en place un comité technique, n'est-ce pas, travailler de façon inclusive. Et tout le monde, en tout cas, aura en tout cas partagé, à donner son point de vue, mais de façon scientifique, on arrivera à dire est-ce que les taux sont chers ou les taux ne sont pas chers, sur quel levier agir, sur quel autre levier agir pour la survie des institutions de microfinance. Parce qu'il faut comprendre une chose, les institutions de microfinance achètent l'argent. Ils ne peuvent pas aller acheter l'argent à 10% et le vendre à 6%. Ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que l'État fait des efforts en mettant des lignes de refinancement qui sont plafonnées à un taux de 5%. Et l'apport personnel qui est demandé justement aux bénéficiaires, ou en tout cas à quelqu'un qui sollicite un crédit auprès de ces institutions de microfinance, 5%, 10% parfois, est-ce que ce n'est pas un rouleau d'étranglement de plus pour ces personnes-là? Ça, c'est normal, c'est partout. C'est-à-dire, vous avez un projet, il faut supporter un peu une partie du risque. Mais là, vous allez on a au niveau des banques. Populations, oui, mais ça, c'est partout. Ça, ce sont un peu... Vous allez dans une banque, vous demandez un financement, on vous demandera un apport et beaucoup plus de garanties. Il y a beaucoup plus... L'accès est beaucoup plus facile au niveau des institutions de microfinance, au niveau des banques, beaucoup plus facile. Parce que les garanties qui sont demandées au niveau des institutions de microfinance ne font pas l'objet généralement de formalisation. Hein? Si c'est une maison, on ne va pas jusqu'à l'inscription dans le livre foncier, n'est-ce pas, hypothèque de premier ou de second rang, alors que si c'est au niveau des banques, forcément. Maintenant, les institutions de microfinance l'appliquent pour certaines clientèles qui sont dans des crédits, dans certains montants. Sur les il nous reste une investissements. petite minute, tu avais une question. Alors, on sait que le secteur informel n'est pas bien organisé. Alors justement, qu'apportez-vous à ce secteur sur le plan organisationnel?
Alors, sur le plan organisationnel, nous, ce qu'on fait, on essaie de les aider à se bancariser. Mais l'organisation du secteur informel ne relève pas du ministère un peu de la microfinance. Le ministère de la microfinance participe à l'organisation, que ce soit avec les groupements de femmes ou tout type d'associations, à un peu les formaliser, n'est-ce pas? Mais il y a d'autres également sectoriels de l'État. Ce que le ministère fait, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire. Donc il y a le ministère de la Femme également qui assure une partie de cette mission, mais tout ce qui est formalisation, un peu, donc le ministère aide à organiser les associations, les groupements, en tout cas à les formaliser. Il appartient maintenant à d'autres sectoriels de l'État de compléter un peu la chaîne dans le cadre d'une meilleure organisation donc, de ce secteur. Merci beaucoup, M. Dia. Je rappelle que vous êtes le directeur général du Fonds d'impulsion de la microfinance ici au Sénégal. Et dans la deuxième partie, j'aimerais qu'on puisse s'arrêter aussi sur le nanocrédit, qui est un important moyen également pour booster davantage donc, le secteur de la microfinance et faciliter l'accès au crédit, parce que c'est du concret et il y a une institution publique qui est l'ADER qui montre la voie. Alors pourquoi les institutions de microfinance ne suivraient-elles pas donc, ce schéma-là pour un meilleur accès au crédit et puis également revenir sur un peu les grands objectifs attendus donc, de la prochaine semaine nationale de la microfinance qui sera célébrée, Inch'Allah, par le Sénégal. Restez avec nous. Merci. Voilà. Voici maintenant le clip du vent en réinterrogeant notre invité Ndiamé Ndiaye qui est en plateau avec nous, directeur général du Fonds d'impulsion de la microfinance. Ali, on avait déjà passé des revenir questions. sur l'intervention des institutions de microfinance pour booster le secteur du nano-crédit et puis parler également un peu du programme attendu de la prochaine célébration de la semaine nationale de la microfinance. En 3 minutes, allez-y. Merci. Pour le nano-crédit, c'est en tout cas le meilleur moyen, n'est-ce pas, pour bancariser, en tout cas, les populations et atteindre un taux assez élevé pour l'inclusion financière. Donc, et l'inclusion financière participe naturellement à l'inclusion socio-économique des populations et certainement des couches vulnérables et participe également dans la politique de la territorialité de l'État parce qu'elle permet donc de fixer les populations dans leur terroir. Maintenant, pour revenir sur le projet, c'est un projet pour la semaine nationale de la microfinance. Madame la ministre a initié ce projet et nous a instruit de travailler dans ce cadre. Des projets de thèmes de référence sont déjà élaborés. Mais ces thèmes de référence doivent faire l'objet de partage de façon inclusive avec tous les acteurs pour avoir une meilleure organisation et pourquoi pas dans le but d'institutionnaliser un peu cette semaine de la microfinance qui devrait toucher pas seulement Dakar, mais qui devrait toucher en tout cas beaucoup de régions. On pense à 6 ou 7 régions, n'est-ce pas, pendant une semaine et voilà, la microfinance, on ne parlera que de la microfinance, de l'inclusion financière de tout le monde, de toutes les populations et sur tout le territoire national, surtout que le ministère a pour mission publique, en tout cas, de faire de sorte que les populations puissent accéder à des services financiers, que les institutions de microfinance puissent aller là où elles ne sont pas. Et pour ça, il faut les facilitations de l'État, il faut l'accompagnement de l'État dans certaines zones où il n'y a pas, par exemple, l'Internet. Voilà. Mais si je réfléchis à haute voix, on peut aller dans des zones où il y a des marchés hebdomadaires. Dans le Ferlo, par exemple. Dans le Ferlo et avoir des guichets itinérants où, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Voilà, l'État pourrait équiper ce guichet et permettre à toutes les institutions, n'est-ce pas, de venir. Elles ne viendront qu'avec leur ordinateur portable. Et tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est bureau local, l'État pourrait, en collaboration, en tout cas le ministère en collaboration avec les collectivités territoriales, n'est-ce pas, réfléchir en tout cas sur ce modèle de guichet un peu itinérant où toutes les institutions de microfinance pourraient venir et intervenir et adresser donc les populations de cette zone.
Donc la semaine de la microfinance, en tout cas, devrait parler beaucoup plus de ces aspects sur l'inclusion financière, sur même encore le cadre réglementaire, n'est-ce pas? Essayer de voir comment les autorités de supervision pourraient avoir, en tout cas, travaillé, aider en tout cas les États à avoir un cadre beaucoup plus favorable, beaucoup plus compétitif, parce qu'il faut comprendre également que ces institutions, que ce soit les banques ou les institutions de microfinance, sont un peu contraintes par le dispositif prudentiel. Les normes de la BCEAO. Les normes de la Banque centrale. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau, N'Djamé Ndiaye. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci Khady, merci Anta, merci à Lune. On vous retrouve demain à 6h30 pour un nouveau Quinquelibre. Oui, transmettez évidemment nos amitiés et nos salutations à Madame la ministre de la microfinance et de l'économie solidaire. Nous avons eu l'occasion de recevoir à plusieurs reprises sur ce plateau, Madame Victorine Ney. Oui, le quota de la matinale, mais ça, c'est ce que tu allais dire finalement. C'est ça. Au Conseil des ministres, bien évidemment. Passez une excellente journée. Merci à Emma Steele qui m'a habillée aujourd'hui. À demain 6h30 pour un nouveau Quinquelibre. Au revoir. Early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line.